Je me considère plutôt comme planétologue. Moi, je suis géologue de formation et donc j'essaye de retracer l'histoire géologique des planètes. Alors, je dirais que l'astrophysicien va avoir une vision de l'univers, va s'intéresser aux questions physiques vraiment de l'univers, la forme de l'univers, le Big Bang, l'expansion de l'univers, alors que le planétologue va rester pas plus terre à terre, mais va s'intéresser plutôt uniquement à notre système solaire et comprendre l'origine des planètes, comprendre ce qui s'est passé à la surface de ces planètes. Donc on est plutôt proche de chez nous. Je me suis rendu très vite compte que ce qui m'intéressait, c'était justement essayer de retracer l'histoire d'une planète, que ce soit la Lune, la planète Mars, les astéroïdes, essayer tout simplement de mieux comprendre notre système solaire et là où on habite. La planète Mars, c'est une planète qui intrigue depuis au moins plus d'un siècle, parce qu'on peut se rappeler des grands débats de Camille Flammarion, Schiaparelli, Anthony Aldi, Percival Lowell, qui pensaient qu'il y avait des canaux sur Mars, qui racontaient des histoires tout à fait incroyables de transfert d'eau des pôles vers l'équateur pour nourrir les Martiens. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui existe dans l'imaginaire des scientifiques depuis très longtemps. Et c'est vrai que dans les années 60, quand on a envoyé les premières missions spatiales, finalement, les planétologues ont été déçus parce qu'il n'y avait pas de petits bonhommes verts et puis il y avait des lits de rivières tout simplement asséchés. Mais n'empêche que rivière asséchée voulait dire quand même dans le passé de l'eau liquide qui a coulé. Et donc on a vu des rivières asséchées, des traces de sédiments, des dépôts lacustres, etc. Et donc tout ça montrait qu'il y a certainement très longtemps, il y avait eu de l'eau, des lacs, des océans et que finalement la planète Mars ressemblait à la planète Terre. J'ai travaillé effectivement sur les réseaux de vallées sur Mars, essayer de comprendre quand est-ce que ces rivières étaient actives, pendant combien de temps, est-ce que c'était épisodique, continu, etc. C'est à ce moment-là que je me suis penché sur tout simplement la distribution de ces rivières. Et comme ça, on a l'impression que ces rivières sont un peu situées un peu partout sur la planète Mars, à haute latitude, à basse latitude, proche de l'équateur. Et finalement, quand on regarde un petit peu plus près, on se rend compte que les rivières sont situées sur une espèce de bande, qu'on dirait une grande sinusoïde. Et si vous le remettez sur une sphère, cette bande, c'est tout simplement un petit cercle qui est pas parallèle à l'équateur. C'est à ce moment-là que je me suis dit, mais si on faisait basculer la planète, cette bande-là, tout simplement, elle redeviendrait parallèle à l'équateur. Ce basculement qui était connu dans la communauté des géophysiciens, n'était pas validé par l'ensemble de la communauté martienne. Et donc, il fallait trouver des indices à la fois géomorphologiques, à la surface, des indices climatiques et des indices de modélisation. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en mélangeant justement trois groupes de scientifiques, des climatologues, des géomorphologues, des géophysiciens. Et grâce à ces trois, en mélangeant tout ça, on a réussi à reconstituer finalement cette partie de l'histoire de la planète Mars. Tout ça, ça a motivé mes travaux en se disant comment on pourrait former des rivières sur une bande tropicale. Sur Terre, on le sait, on a le climat, il va y avoir des phénomènes qui vont dépendre de la latitude. Et sur Mars, je me suis dit que c'était plus simple d'imaginer des phénomènes atmosphériques qui dépendaient de la latitude. Moi, je ne suis pas climatologue, il fallait aller en discuter avec certains climatologues comme François Forget. Au début, ça n'a pas fait tilt, avec François Forget, il a réfléchi, il s'est dit pourquoi, c'est pas si évident que ça. Et finalement, il a fallu attendre 2014 avec la publication de certains auteurs qui montraient que oui, il y avait certainement des effets liés à la latitude. Alors la planète Mars, elle est un peu originale parce qu'en fait, il y a une vraie différence entre les reliefs de l'hémisphère nord et ceux de l'hémisphère sud. Les terrains de l'hémisphère sud, c'est des terrains très très hauts, à plus de 3000 mètres d'altitude, et les terrains de l'hémisphère nord, c'est des terrains très bas, à moins 3000 mètres d'altitude. C'est ce qu'on appelle la dichotomie. Et donc, il y a une vraie différence entre ces deux types de terrains. Et donc, pourquoi on forme des rivières sur les terrains hauts? Tout simplement parce qu'on va accumuler de la glace ou de la neige à plus haute altitude, comme on observe sur Terre, et donc les rivières vont se former principalement justement dans ces terrains de l'hémisphère sud, là où on a des terrains élevés. Ce basculement a modifié quand même pas mal les choses. On a modifié la chronologie acceptée, donc il faut comprendre finalement ce qui existait avant la formation du dôme de Tharsis, les conséquences de la formation de ce dôme de Tharsis. Est-ce que, par exemple, le dôme de Tharsis, en se formant sur la croûte, on a déformé cette croûte qui était peut-être remplie d'eau et de glace. Imaginez-vous, vous prenez une éponge remplie d'eau, si vous appuyez dessus, l'eau, elle sort. C'est peut-être la même chose. À un moment où Tharsis s'est formé, on a peut-être eu une délibération brutale d'eau. Et ça, on observe les formes, ce qu'on appelle les
vallées de débâcle. Et autour de entre 3 et 3,5 milliards d'années, on a eu des vallées de débâcle gigantesques avec des libérations d'eau incroyables qui auraient nourri peut-être des océans dans l'hémisphère nord. Et potentiellement, on le sait aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des impacts dans cet océan et ça a produit des tsunamis qui ont finalement sur le bord de cette dichotomie entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, eh bien, déposé de larges coulées de boue qui sont dues justement à ces tsunamis. Donc c'est vrai que cette période est tout à fait incroyable. Puis aujourd'hui, on continue évidemment d'y retourner parce que on n'exclut pas quand même une activité de l'eau, peut-être souterraine ou finalement de surface, mais très brève. Et donc l'eau peut encore exister à la surface de la planète Mars. On le voit notamment dans l'hémisphère nord, des espèces de tunnels qui se seraient affaissés dans des lits de rivières qui pourraient se situer à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Donc Mars, même si aujourd'hui est totalement asséché, il reste encore beaucoup de choses à voir et finalement elle n'est peut-être pas si morte parce qu'on a peut-être encore des choses à découvrir, notamment en profondeur. C'est pas un endroit très accueillant, il faut le dire quand même, il n'y a pas d'oxygène, tout ça, donc effectivement c'est un environnement dangereux, mais il faut quand même y aller, c'est-à-dire qu'il y a certainement plein de choses à découvrir d'un point de vue géologique. On a envie de comprendre ce qui s'est passé sur la planète Mars pour tout simplement mieux comprendre notre planète Terre. Après, évidemment, pour y vivre et créer une colonie, c'est encore une autre question, tout simplement parce que voilà, recréer une atmosphère comme sur Terre, eh bien, c'est de la science-fiction aujourd'hui.